Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alice Desbioles. Bonjour. Merci d'être là. Dimitri vient de le préciser, médecin de santé publique, épidémiologiste. Et puis vous ajoutez, je voudrais le préciser d'emblée, avant de démarrer notre entretien, sur votre profil de vos comptes sur les réseaux sociaux, pas de conflit d'intérêts. Je confirme, je n'ai aucun conflit ou lien d'intérêt à déclarer. Est-ce que c'est une question que nous devrions nous-mêmes, journalistes, poser à chaque fois que nous interrogeons un médecin, un épidémiologiste comme vous ce matin? Est-ce que c'est important de le préciser, de le savoir pour nos auditeurs? C'est non seulement important et normalement c'est la loi. Tout médecin qui s'exprime sur un sujet doit déclarer ses potentiels conflits ou liens d'intérêt en lien justement avec le produit ou le sujet sur lequel il va s'exprimer. C'est une parole libre donc qui est la vôtre ce matin, docteur Desbioles, dans les... Vous savez, le choix fait par les équipes soignantes, une des raisons pour lesquelles les personnels, qu'on soit aide-soignants, infirmiers ou médecins, des raisons pour lesquelles on travaille à l'hôpital et pas en libéral, c'est qu'on ne veut pas avoir de relation d'argent avec les patients. On ne se préoccupe pas de ça. Dans mon hôpital, en tout cas, on ne se préoccupe pas de savoir si la personne a des papiers, on ne se préoccupe pas de savoir si elle a une carte vitale, on se préoccupe de son état de santé. Puis on règle les problèmes administratifs et financiers après. Voilà. Et s'ils ne peuvent pas payer, c'est pas dramatique. Voilà. De toute façon, il faut soigner tout le monde. C'est ce qu'on appelle la déontologie. D'autres pourront parler d'humanisme. Mais voilà, la santé, la santé n'a pas de prix. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne coûte pas. Donc il faut savoir aussi bien utiliser l'argent qu'on nous donne. Mais il est clair que retarder une prise en charge médicale, c'est pour le patient catastrophique, puisqu'il risque d'avoir une pathologie qui évolue, et pour la société dans son ensemble, c'est catastrophique aussi. Si vous retardez la prise en charge d'une tuberculose, la personne, elle se promène dans les transports en commun, elle rencontre du monde et elle va contaminer. Voilà, donc c'est tout. Le vaccin est un outil de lutte contre l'épidémie qu'il faut bien utiliser. Voilà, c'est pas le seul outil. Aujourd'hui, on a rouvert les écoles dans des conditions inadmissibles. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Voilà. Si aujourd'hui, on avait écouté ce qu'on demandait à la suite de la première vague, et moi le premier, on avait ouvert 12 000 lits de réanimation, on avait commencé à former du personnel, puisqu'on ne s'instaure pas comme ça du jour au lendemain. Infirmier en réanimation, il faut un peu d'expérience. Bon, on avait proposé de garder ouvert 8 000 lits. On continue à former le personnel pour qu'il soit à l'aise et qu'il puisse s'intégrer dans les équipes. Mais aujourd'hui, si nous avions les 8 000 lits de réanimation et pas simplement 5 000, on ne serait pas dans la même situation de tension que celle qu'on connaît. On est obligé aujourd'hui de trier les malades. On jongle entre les malades Covid et les malades non Covid parce que, en permanence, il faut négocier la place. On est obligé de faire sortir prématurément certains patients pour en faire rentrer d'autres. Quand on regarde les chiffres, parce qu'on nous affole avec des chiffres qui ne veulent rien dire. Le nombre de contaminations aujourd'hui quotidien, on n'en a rien à foutre. Enfin, on n'en a rien à foutre. Il n'est pas comparable au nombre de contaminations d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, puisque c'est Omicron, c'est complètement différent. C'est beaucoup des jeunes qui sont contaminés avec peu de signes. Et on voit bien, il n'y a pas une explosion du nombre d'hospitalisations. Nous sommes à moins de 20 000 malades Covid hospitalisés nationalement à l'hôpital. 20 000 pour un pays de 67 millions d'habitants. On devrait être capable de gérer ça sans exclure du soin les malades non Covid qui sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, le retard à la prise en charge de certaines pathologies va avoir des conséquences sur l'état de santé de toutes ces personnes que l'on déprogramme. Mais là, ce qu'on va vous dire, ce que les soutiens du gouvernement vont dire, que tout ça, c'est la faute des non-vaccinés, c'est eux qui mettent qui créent du désordre. De toute façon, stigmatiser, moi, je suis fondamentalement pro-vaccin, que ce soit le Covid ou d'autres. Voilà, je pense que le vaccin est un outil efficace. Mais il faut dire aussi que le vaccin a des effets secondaires, donc il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, parce que quand effectivement on a une population qui est peu atteinte par le virus avec une faible mortalité, il faut se poser toujours la question du rapport bénéfice-risque, avant de dire qu'il faut vacciner tout le monde, 3 doses, 4 doses, etc. Alors on voit bien, les pays qui sont un petit peu en avance comme Israël, sur la 4e dose, ils ne l'ont pas généralisé. Ils la ciblent sur les patients à risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours le même type de patients qui font des cas graves. Ce sont des patients plutôt âgés, quelques jeunes, mais pour la plupart, qui ont des comorbidités. Alors on va toujours vous sortir de la boîte et vous montrer au journal de 20 heures le jeune sans comorbidité qu'en réanimation. Mais c'est un nombre de patients très limité. Et puis, le chiffre important aujourd'hui qui devrait rassurer tout le monde, c'est que pour l'instant, alors moi je ne fais pas de plan sur la comète, il peut y avoir, tout est possible, mais le nombre de morts aujourd'hui est faible.
quotidien est faible. Et on peut se comparer avec la Grande-Bretagne. Hein. La Grande-Bretagne... Omicron a une certaine histoire déjà. Voilà, où ils sont en avance. Ils sont en avance sur la progression de l'épidémie. Il y a deux éléments très importants sur la Grande-Bretagne. Si Omicron était aussi dangereux que ça serait une catastrophe en Grande-Bretagne. Ça serait encore plus une catastrophe parce qu'ils sont majoritairement vaccinés avec AstraZeneca, on a sous la pression de Pfizer, entre autres, hein, un lobby de Pfizer, que nous avons éliminé le schéma vaccinal. Alors c'est vrai que ce vaccin est un petit peu moins efficace que les fameux vaccins ARN messagers. Un petit peu moins, mais il est efficace. Et la grande différence entre le vaccin AstraZeneca, dont le prix a été négocié avant sa production, puisque c'est l'université d'Oxford qui a participé à sa mise au point, donc le service public, c'est que AstraZeneca 2 doses, c'est 4 €, Pfizer 2 doses, c'est 40 €. Et qu'aujourd'hui, Pfizer, et c'est quand même un scandale, rien que sur la vente du vaccin, Pfizer aujourd'hui annonce un chiffre d'affaires qui est le même chiffre d'affaires que notre champion français de la pharmacie, Sanofi, pour la vente de tous ces vaccins. Ils sont à pas loin de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien que sur le vaccin. Donc il y a quand même un problème. Juste sur le vaccin. Ce sont tous les autres produits qui fabriquent et qui vendent très cher. Et là, ils essayent de nouveau, en faisant un lobbying forcené, de susciter des préachats de la part de la communauté européenne et des pays riches sur leurs médicaments anti-Covid, qui pour l'instant n'a pas fait preuve... on a quelques éléments d'espoir, mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'ils soient efficaces. Ils veulent le nous vendre en avance à un prix qu'ils ont décidé, très cher. Il y a un vrai problème avec l'industrie pharmaceutique qui non seulement aujourd'hui nous vend très cher un certain nombre de produits, et surtout qui refuse la levée des brevets et qui empêche les pays pauvres de se vacciner. Et on a vu que quand on empêche les pays pauvres de se vacciner du fait du coût des vaccins, eh bien on a l'émergence de variants comme en Afrique du Sud avec Omicron.